pas vu si vous aviez posé des questions aux entreprises ou aux établissements hospitaliers du type faites-vous l'objet d'audits ou d'inspection ou de contrôle de la part d'une autorité. Donc, j'ai pas vu. Bon, je trouve que ça aurait été quelque chose d'intéressant. Et sinon, j'ai pas bien vu. Est-ce que les gens connaissent on a cité la 27001. Par exemple, dans la partie continuité, j'ai pas vu. Est-ce que les gens utilisent la 22301 ou ne connaissent pas encore? Moi, j'aurais aimé savoir où en était la connaissance de ce type de référentiel. Je sais répondre. Alors, je vais répondre en tout cas pour les entreprises, mais pour les hôpitaux, c'est un peu la même vision. Sur la deuxième partie déjà, sur la 22301, en fait, quand on a défini le questionnaire, on s'est posé cette question, est-ce qu'on l'intégrait dans la partie continuité ou pas? Et encore une fois, on a un questionnaire qui, lorsqu'il est joué auprès des RSSI, dure environ 35 minutes. Et les RSSI nous disent 35 minutes, c'est bien, c'est même un peu long. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, on ne peut pas poser effectivement toutes les questions. Et celle-là est passée à la trappe. Elle était dans le questionnaire d'origine et elle est passée à la trappe. Voilà, donc on n'a pas cette vision précise. La première question, je l'ai oubliée, c'était quoi? Ah oui, alors on a posé la question, c'est dans le rapport, s'ils étaient soumis à des autorités, à des tutelles, à des organisations, des lois, des règlements, etc. On n'a pas la question précise, est-ce que les audits sont déclenchés par ces autorités? Donc est-ce que vous êtes soumis à des autorités, oui, non, et est-ce que vous faites des audits, oui, non, et comment? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que vous avez soif? Allô? Oui. En fait, j'ai 3 questions sur l'augmentation forte de la sinistralité. Dans les entreprises. Parce que dans les hôpitaux, on a vu que c'était plutôt l'inverse. Hein. Dans les entreprises. Oui. Est-ce que c'est pas aussi ou est-ce que vous avez mesuré le biais que les gens parlent plus librement de la sinistralité à terme, notamment avec, on s'aperçoit que les États ont des moyens énormes pour pénétrer les entreprises, qu'il y a des histoires de fuite de données bancaires qui vraiment sortent de plus souvent dans la presse. Ça vient des États-Unis, mais aussi chez nous, ça marche. Oui, c'est mieux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un biais de mesure sur le fait que depuis 2 ans, les personnes interrogées parlent plus librement ou mentionnent plus librement des incidents de sécurité qu'ils auraient passé sous silence auparavant? Effectivement, c'est une vraie question. On n'a pas montré les chiffres on a montré 2012-2010, on n'a pas montré 2008. En 2008, c'était encore plus important. Donc entre 2008 et 2010, il y avait une très forte baisse. Et puis on a réaugmenté entre 2010 et 2012, une très forte baisse. Et en 2012-2014, on a réaugmenté, ce qu'on vous a montré tout à l'heure. On n'a pas cette vision effectivement du biais ou pas du biais. Ce qu'on peut dire, c'est que si on compare avec les États-Unis, où dans le cas du Patriot Act, il y a une obligation réglementaire maintenant de déclarer les incidents de sécurité sur l'information, quelle que soit l'entreprise et quel que soit le problème, et que globalement, on peut imaginer que la majorité des entreprises jouent le jeu, parce qu'elles ont des contraintes à le faire, on a des ratios qui sont très très différents. Le hacking, par exemple, c'est entre 40 et 50% des incidents de sécurité aux États-Unis. Chez nous, c'est 11%. Voilà. Donc effectivement, ce niveau-là est difficile à aborder et interroge fortement. Là-dessus, on est bien d'accord. Oui, j'avais une question reliée sur l'augmentation forte des attaques logiques ciblées. Est-ce que c'est pas parce qu'on s'est mis à chercher le sujet des APT, depuis 2 ans, a quand même beaucoup monté en termes de visibilité. Alors effectivement, c'est pas parce que les gens se sont outillés? Les chiffres de l'étude ne permettent pas de le dire. Après, moi, j'ai un avis personnel là-dessus, mais je ne représente pas Lionel Maurer, mais Exclusive, donc les chiffres de l'étude ne permettent pas de le dire. Et puis, j'avais une question sur le panel pour les internautes. Lève-toi. Est-ce que avoir choisi 15 ans comme limite basse et pas trop haut par rapport aux pratiques dans les familles? Quitte à interroger les parents sur la pratique de leurs enfants. En fait, on a eu 2 soucis. Honnêtement, on s'est posé la question. Ça a débattu lors des réunions. Moi, j'avais proposé 12-13 ans. On avait 2 soucis. Le premier souci, c'est qu'on ne pouvait pas trop changer les limites d'âge par rapport à notre organisme
d'envoi. En fait, GMV Conseil, juste sur cette partie-là, GMV Conseil, donc l'organisme d'enquête, nous a exprimé le fait que cette partie-là... On peut peut-être laisser la parole justement à M. Orsini, le directeur de... Donc là, ça sera directement l'information à la source. Si c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, c'est GMV Conseil, donc la société qui a réalisé l'enquête, qui a réalisé le panel qui va nous répondre. Oui, bonjour. Donc il y a un souci en fait réglementaire là-dessus. C'est qu'en dessous de 15 ans, on n'a pas le droit d'interroger les enfants sans l'autorisation de leurs parents. Donc c'est extrêmement compliqué à faire et à conduire. Ça implique déjà un surcoût quand même assez important dans la réalisation de l'enquête si on veut descendre sous les 15 ans. Donc c'est un des points qui a été pris en compte. Le deuxième, c'est que interroger des enfants sur ce genre de pratique, on sait qu'ils le fassent tout seuls ou qu'ils le fassent encadrés par leurs parents, il y a quand même de fortes chances que de toute façon ils ne disent pas la réalité de ce qu'ils font, parce qu'ils vont vouloir faire plaisir à papa et maman qui sont à côté et dire qu'ils sont extrêmement prudents et qu'ils font tout bien comme on leur a expliqué. Donc on est susceptible d'avoir des réponses qui ne sont pas fiables si on descend dans cette tranche inférieure en fait. Et je voulais juste ajouter sur ce qui a été dit avant, sur la question précédente, je pense qu'il y a effectivement un effet dans la montée de la sinistralité observée, de la montée en compétences des entreprises. C'est-à-dire comme on a de plus en plus de ressources affectées et de gens qui gagnent en compétences et qui appliquent des procédures sur le recensement, la détection des incidents, mécaniquement, il y a un effet qui joue là-dessus qui fait que les taux d'incidents tendent à augmenter. Un peu comme quand on dit qu'on observe une hausse de la fraude fiscale, par exemple. Est-ce que c'est parce qu'il y a effectivement plus de fraude ou est-ce que c'est parce que le fisc fait mieux son travail et a mis plusieurs ressources en place? C'est un peu le même genre de phénomène. Oui, bonjour, Thierry Martin d'EDF. En fait, je me posais la question, est-ce que dans l'enquête, vous avez posé une question concernant les chantiers de sécurité prioritaires pour les entreprises ou pour les hôpitaux? Ça peut être pour les deux. Dans les prochaines années. Non, ça n'a pas été posé. On n'a pas cette vision des chantiers sécurité prioritaires. Non. Effectivement, ça fait aussi, je pense, partie des questions qui sont passées à la trappe dans le questionnaire. Donc là, d'abord. Pour les hôpitaux, même chose. Le questionnaire hôpital et le questionnaire entreprise étaient à 98% identiques. Il y avait quelques différences liées à des particularités de l'un et de l'autre, mais vraiment très, très identiques. Bonjour, moi c'est Omar Diaw. En fait, moi j'aimerais juste poser une petite question par rapport à l'open source. Est-ce que votre étude, ça permet de savoir l'utilisation de l'open source par rapport aux solutions propriétaires? On ne différencie pas ces aspects-là, non. Okay, il n'y a pas de question dessus. Alors, une petite question pour les hôpitaux, milieu hospitalier. Il y a dans le rapport, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'était que la moitié utilisait le SIEM. Et je voulais savoir si c'était parce que c'était une disposition légale ou c'était pour, je dirais, dans le cadre d'un usage de remontée d'alerte et de corrélation d'informations. La réponse est que le SIEM n'est pas spécialement obligatoire. Ça répond à un besoin, une évolution de la maturité, mais il n'y a pas d'obligation. Pas pour l'instant, en tout cas. Bonjour, Jean-Alvin Wintergers du groupe Prodware. J'avais une question à vous poser sur les hôpitaux également. Donc la présentation est absolument passionnante. En France, on a à peu près 35%, je pense, de lits privés dans le secteur hospitalier. Je voulais savoir si on parlait du secteur public ou du secteur privé ou du secteur public uniquement, ou également du secteur privé, parce que je postule que les pratiques sont un peu différentes. Que les hôpitaux publics qui ont été vus. Par contre, nous sommes en fait côté RSSI des établissements de santé. Nous sommes également en contact avec les établissements privés qui ont un peu une démarche similaire. Souvent, il y a des regroupements, ils mettent en commun des moyens humains pour effectivement traiter, parce qu'ils sont un peu organisés effectivement en regroupement. Mais sinon, pour moi, ils sont à peu près dans le même état que les hôpitaux publics. Ils ne sont pas forcément plus avancés, ça c'est sûr. Et ils ont peut-être moins, je dirais, des contraintes que nous avons de nos tutelles. Et donc, ils sont moins poussés, moins aiguillés même. Et donc, souvent, ils nous contactent pour qu'on puisse échanger.
Donc je pense qu'ils sont peut-être même un peu moins matures, mais je ne peux pas l'affirmer. C'est ce que j'aurais pensé. Oui, donc on est d'accord. Oui, j'ai été étonné par l'usage là, très important des cartes numériques pour l'authentification. Dans les hôpitaux, vous n'avez pas de problème de compatibilité entre les badges, les cartes pour les systèmes d'accès physique et avec les systèmes pour les postes de travail ou ce genre de choses? Ça n'a pas freiné l'essor de ce type de solution? Nous n'avons pas nous n'avons pas d'homogénéité même. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple même un responsable sécurité physique qui a plusieurs hôpitaux, il a parfois plusieurs moyens d'accès. Donc c'est pas du tout homogène. Ça, après, c'est la gouvernance. Hein. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas. On essaye, hein, on essaye. On essaye de dire, si vous voulez que nos professionnels de santé, en particulier les médecins, par exemple, nous on a 20 000 médecins qui bougent dans tous les sens, indépendamment des infirmières. Si on veut effectivement qu'ils utilisent, enfin qu'ils gardent leurs moyens d'authentification et d'accès au système d'information de santé, ce serait bien qu'ils soient utilisés pour d'autres choses, parce que sinon ils vont l'oublier. Et s'ils en ont 36 000 dans leur poche, c'est pas possible, hein, parce qu'ils doivent quand même sortir, aller dans des endroits sécurisés, médicaments et autres. Donc de toute façon, c'est pas possible. Donc ça, c'est de la gouvernance, je dirais, qui est aujourd'hui dépendant de chaque établissement de santé, à part que nos tutelles nous poussent quand même vers l'utilisation gratuite, enfin en tout cas c'est déjà fourni gratuitement, pas les lecteurs mais les cartes, des dispositifs. Donc après à nous de voir si effectivement on met tout sur cette carte qui nous est fournie gratuitement, aussi l'accès parking, aussi paiement self et compagnie, donc ça on n'y est pas tout à fait. Souvent voilà. Donc vous voyez, c'est pas du tout homogène.